Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de l'ATBVB, l'association des techniciens de bassin versant breton. Donc bienvenue sur cette webconférence sur les connaissances généralistes de la restauration des cours d'eau. Donc c'est Mickaël Lobillon de l'Office français de la biodiversité qui interviendra tout le long de cette webconférence. Et je profite aussi pour rappeler que cette webconférence a pour objectif de mettre au même niveau de connaissances les techniciens milieux aquatiques pour la formation prévue en novembre avec l'OFB sur la restauration des cours d'eau et diagnostic avant travaux. Plus sur les dimensionnements, les techniques de dimensionnement. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon moment et je vous remercie pour votre participation et je laisse la parole à Mickaël. Et juste avant de commencer, moi donc je suis à la direction Bretagne de l'OFB, anciennement direction Bretagne Pays de la Loire de l'AFB, et je travaille sur les 2 thématiques, restauration de la morphologie des cours d'eau et ainsi que les têtes de bassin versant. Donc si vous avez des questions sur les 2 domaines, il y aura pas de souci pour en poser. Pour ceux qui sont déjà bien perfectionnés sur tout ce qui est restauration de l'hydromorphologie, vraiment des connaissances qui vont être très généralistes. Donc la première heure, ça peut peut-être être un peu ennuyant. Mais après, je vais partager l'écran ensuite. Je lance le PowerPoint. Hop là. Vous pouvez me dire si vous le voyez bien. Hop. Donc paramètres d'affichage. Là, ça doit être pas mal. Je regarde juste une seconde si vous le voyez bien. Hop. Ok, bah, j'y reviens. Donc Charlotte, il ne faudra pas hésiter s'il y a des trucs qui bug, vu que je vois que mon écran, c'est la première fois que je fais ça, c'est un peu bizarre. Tu peux m'envoyer un message, je laisserai le son comme ça au moins, ça permettra de rectifier s'il y a un bug. Donc c'est parti. Donc au niveau de la première partie sur l'historique de la restauration des cours d'eau, il faut savoir que c'est des techniques d'aménagement et qui sont assez anciennes en fait, et depuis à peu près, on va dire 150 ans, il y a nos ancêtres, techniciens, rivières, bocages, personnes du génie, des eaux et forêts ou personnes de l'ONF qui ont cherché à essayer de déconstruire la vision purement hydraulique d'aménagement des cours d'eau qu'on a connue au cours des dernières décennies. La vision purement hydraulique, elle a été beaucoup mise en avant, notamment dans toutes les périodes remembrement et les périodes drainage. Donc, sachant que les remembrements, ils avaient été expérimentés dans l'Est de la France dès la suite de la Première Guerre mondiale, avant de pouvoir être mis vraiment sur toute la France métropolitaine à partir des années 45 à 50 selon les différents départements. Et la période drainage a été un peu plus tardif à partir des années 70-90. On a vraiment observé une politique systématique de drainage des zones humides et des cours d'eau pour des fins de production agricole. Et à partir des années 90-92, on a observé progressivement un changement, et un certain nombre de gestionnaires ont voulu construire dans le temps une nouvelle démarche. Donc l'idée, c'est de ne pas uniquement penser à la vision hydraulique des écoulements, mais avoir plutôt une vision éco-hydraulique du fonctionnement des bassins versants, afin d'essayer de concilier en fait le bon état écologique avec les activités humaines du bassin versant. Donc, dès les années 1860, le concept de restauration a commencé à être introduit. Ça a été fait, sur les terrains de montagne essentiellement. C'est ce qu'on appelle les techniques RTM. Donc c'est les ingénieurs des eaux et forêts qui avaient mis ces techniques en place. C'était par rapport à l'observation de premiers phénomènes, de crues, de ravinement, de retenues qui se comblaient très rapidement avec des sédiments fins. Donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à restaurer les sols et d'essayer de contrer, des phénomènes torrentiels qu'ils observaient de plus en plus sur un ensemble de massifs français. Donc, la restauration à l'époque se réalisait par, des plantations d'arbres qui étaient menées à grande échelle sur des endroits un peu stratégiques sur les coteaux pour essayer de lutter contre l'érosion. Donc, ce que notent les études récentes, c'est que les actions qui étaient mises en œuvre pendant ces années ne correspondaient pas vraiment à la définition de la restauration, parce qu'on ne cherchait pas à retrouver des conditions de référence ou un état initial avant dégradation. Et en plus, on pouvait également utiliser des espèces qui n'étaient pas adaptées, voire des espèces exotiques et certaines envahissantes qui pouvaient générer un certain nombre de problématiques
sur les écosystèmes soumis à restauration. Donc, entre 1940 et 1980, ça s'est poursuivi en fait. Il y a notamment, sur tout le bassin méditerranéen, il y a eu des opérations de restauration et de protection des sols qui ont été menées, notamment par les forestiers, et c'était suite à l'augmentation des sécheresses, de l'ensablement des barrages et ainsi que la dégradation et l'érosion des sols qui continuaient, à se produire, et c'est qu'au début des années 70 où on a observé les prémices du génie végétal. Donc le génie végétal, c'est une technique qui a été beaucoup développée, notamment, dans les pays comme la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et l'est de la France également, et c'est une technique à la base qui avait pas mal vocation à essayer de lutter contre l'érosion des berges, et aussi pas que les berges, aussi les talus quand on faisait de l'aménagement routier et compagnie, et c'était aussi une technique, qui se voulait pouvoir être une alternative, aux techniques de protection lourde des berges par du béton, des pales planches ou des enrochements. Donc il y a un certain nombre de publications qui ont été faites récemment sur le génie végétal, notamment sur les rivières de montagne, qui permettent de bien comprendre ce type de technique. Après, nous, sur la région Bretagne-Pays de la Loire, normalement, on ne devrait pas restaurer les cours d'eau avec des techniques de génie végétal. Il doit que être utilisé assez ponctuellement. Donc si ça revient dans les questions, on pourra dire plus précisément pourquoi. Donc dans les années 70-80, pour les plus anciens techniciens rivières, s'il y en a qui ont pris le risque de venir aujourd'hui, vu que c'est assez généraliste, ils ont pu peut-être connaître ces périodes-là, où on était dans une conception assez hydraulique et paysagère de ce qu'on entendait comme, restauration. Donc c'était suite à un sentiment, c'est plus un sentiment qu'une réalité dans certains cas, mais il y avait vraiment un sentiment d'abandon des cours d'eau qui n'étaient pas domaniaux. Suite à l'exode rural et à la modernisation de l'agriculture, il y avait un certain nombre de milieux qui pouvaient être un peu délaissés par la main de l'homme, et il y avait un certain nombre de personnes qui s'inquiétaient des risques, de type inondation ou crues qui seraient liés à la fermeture des milieux. Donc c'est pour ça qu'on a observé des premières opérations d'entretien ou de nettoyage des cours d'eau qui ont été menées à l'époque. Donc il y a certains types d'opérations qui étaient plutôt, des travaux hydrauliques classiques, et dans d'autres cas, on va avoir plus de l'entretien un peu plus, léger dans certains cas, mais à cette époque, c'était vraiment du gros nettoyage. Donc on pouvait avoir un certain nombre d'impacts, lors de ces opérations, et c'est qu'à partir des années 90, notamment avec la loi sur l'eau, de 1992, où on a commencé de plus en plus de voir la conception plutôt écologique, s'imposer. Donc l'idée, c'était que la restauration devient vraiment une action réparatrice, et on essaye de définir des critères, écologiques et fonctionnels, donc en termes de diversité des habitats notamment, de durabilité, de fonctionnalité. Donc l'idée, c'était à cette époque, il y a eu beaucoup de documents qui ont été réalisés. C'était beaucoup orienté par rapport aux compartiments piscicoles. Donc on restaurait les rivières avec un objectif essentiellement piscicole et en visant certaines espèces cibles. Notamment au début, c'était beaucoup les salmonidés. Il y a également eu un certain nombre de documents sur le brochet par rapport aux perturbations sur les vallées alluviales. Et en fait, là, on observait une restauration des habitats. On essayait de recréer des habitats à un endroit donné, et ces techniques étaient souvent associées à une vision assez statique de la rivière. Vous voyez à droite, on a un petit aménagement, un petit seuil ancien en bois avec des rondins de bois qui avaient été mis, pour créer des chutes. C'est vrai que quand on connaît le fonctionnement d'une rivière classique, on sait que ce qui doit remplacer normalement ces rondins de bois, c'est plutôt un radier qui va créer des zones d'accélération, et les radiers, par un mécanisme de transit sédimentaire, se déplacent, de l'amont en aval des bassins versants, à chaque crue. Ça peut être de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres, à quelques dizaines de mètres selon les cours d'eau. Mais c'est vrai que les restaurations de l'époque ont fixé un peu les habitats. C'est pour ça qu'on voyait dans certains cas que les résultats attendus n'étaient pas souvent au rendez-vous, quoi. Donc après, actuellement, on peut avoir certaines critiques par rapport à cette technique, mais il faut quand même, reconnaître qu'elles ont permis déjà de favoriser le maintien de certaines espèces piscicoles sur des bassins versants qui étaient pas trop impactés. Elles ont permis de prendre conscience de la restauration au travers de l'enjeu piscicole, et elles ont permis aussi, le développement de techniques plus ambitieuses. Parce que c'est en identifiant, les lacunes et les limites de certaines techniques que les gestionnaires, les techniciens et scientifiques se sont interrogés et ont été amenés à développer d'autres techniques. Donc c'est un peu la première étape qui nous permet d'être là aujourd'hui actuellement, et sachant qu'aujourd'hui, il ne faut pas du tout voir le panel d'outils qu'on a comme une fin, hein. On est vraiment
un stade de réflexion qui est plus avancé que dans les années 90, mais je pense que dans les années 2030-2040, il y aura certainement peut-être moi ou peut-être d'autres personnes qui feront des présentations en disant que les idées qu'on propose actuellement, elles peuvent être également revisitées. Donc, il faut être assez humble sur tout ce qui est annoncé sur la restauration des cours d'eau. Et dans les années 1990, on a eu également une évolution progressive des techniques d'entretien de la végétation. Avant, on avait tendance plutôt à faire du bûcheronnage sur les rives de certaines rivières françaises. Et petit à petit, on a vu arriver des documents où on avait plutôt affaire à des techniques d'entretien plus sélectives de la végétation sur les berges. Donc, on coupait les arbres qui tombaient, les arbres qui menaçaient, les arbres qui étaient près des ouvrages d'art, et on laissait ceux qui ne présentaient pas de problème. Par contre, à cette époque, on n'avait pas encore une réflexion similaire sur ce qu'on appelle vulgairement les embâcles, ce qui devrait plutôt s'appeler le bout en rivière. Parce que dans certains cours d'eau, notamment les cours d'eau qu'on étudie sur nos territoires, il faut savoir que le bout en rivière, c'est à peu près 70% des habitats des petits cours d'eau de la région Bretagne. Donc après, ça dépend des rivières, hein. Il y a des rivières, le bout en rivière, ce sera 30%, d'autres 90% de l'habitat. Mais il faut savoir que si on retire de manière trop systématique le bout en rivière, bah, on va supprimer le principal habitat et aussi un élément clé du fonctionnement hydromorphologique de ces mêmes cours d'eau. Donc, entre les années 90 et 2000, il y a eu une généralisation de l'utilisation du génie végétal, qu'on retrouve encore dans certains départements français et certains bureaux d'études qui prônent pas mal cette technique. Et on retrouve également dans les dossiers qu'on suit en outre-mer le génie végétal qui peut être utilisé. Des fois, c'est pertinent, mais d'autres fois, il faut vraiment se poser des questions sur l'utilisation du génie végétal sur des cours d'eau où l'objectif, c'est plutôt de permettre au cours d'eau d'avoir une certaine liberté et de pouvoir retrouver un équilibre entre des zones où il y a de l'érosion, des zones où il y a du dépôt et des zones où il y a de l'équilibre. Et le terme restauration est vraiment arrivé au sens qu'on connaît actuellement en 1992 avec la loi sur l'eau, où on a eu une reconnaissance législative de ce terme. Et ça s'est accentué en 2000 avec la directive 4 sur l'eau qui a avancé le bon état écologique des masses d'eau et qui a médiatisé le terme d'hydromorphologie, qui était bien connu dans les laboratoires de recherche du continent nord-américain et de certaines universités européennes. Mais c'est uniquement à partir des années 2000 où on a vraiment commencé à s'intéresser et à vulgariser fortement le fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau. Donc pendant, on va dire, plusieurs décennies, on était plutôt à chercher, recréer des formes et des habitats. Et à partir des années 2000, on a essayé de plutôt à s'orienter pour une restauration des dynamiques, des processus, des connexions, des connectivités, pour assurer vraiment un fonctionnement durable et une résilience des systèmes qu'on serait amené à restaurer. Après, des fois, cette logique a été poussée à l'extrême en oubliant totalement la restauration des habitats. Il faut savoir que pour mener une belle restauration, il faudrait vraiment arriver à concilier les 2 aspects, en fait. Arriver à restaurer les dynamiques, les processus et les connexions, mais en n'oubliant pas, la rugosité, la diversité des micro-habitats et la complexité, qu'on cherche à atteindre, quand on tend vers une certaine vision de la référence, des cours d'eau. Et donc, ces travaux sur cette prise de conscience et les premiers travaux vraiment de restauration hydromorphologique sont traduits au niveau de la recherche scientifique par une augmentation assez rapide, et grandissante, de la recherche dédiée à la restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau. Donc là, je vous présente un petit graphique où en ordonnée, il y a le nombre de publications et en abscisse, il y a les années qui défilent. On voit que les pionniers à s'être intéressés à la restauration, c'est les États-Unis en 1976, suivi de la Pologne en 1981, l'Australie en 86, Royaume-Uni pareil 86. La France, les premières publications datent de 1989 et en fait, au final, quand on regarde, ça a augmenté petit à petit. Il y a eu un premier pic en 92 et il y a eu une deuxième accélération forte en 2000 qui correspondent vraiment, aux prises de conscience au niveau des différents États qui se sont imprégnés et immergés dans cette problématique. Et actuellement, il faut retenir qu'il y a à peu près 50 des publications qui viennent du continent nord-américain et en Europe, on n'est pas dépourvu non plus. Il y a à peu près 30 des publications qui sont faites, qui sont réalisées sur la restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau. Donc là, on va pas du tout parler des techniques, donc il y en a certains qui pourront être déçus. Ce sera plutôt dans les prochaines journées techniques, portées par l'ATBV
et on animera ces journées où on parlera beaucoup des techniques et notamment du dimensionnement des opérations de restauration. Je regarde juste s'il n'y a pas des questions, je coupe un instant et s'il n'y a pas de questions, je vais reprendre avec la définition. Il y a Heu, pas de questions, Émile. On a il y a enfin, il n'y a pas de questions. OK, donc je recommence alors. Donc diaporama, pouf, hop là. Donc un petit point rapide sur la définition. Donc il faut savoir qu'à l'échelle, européenne, on utilise 4 termes, parler des opérations que vous rencontrez souvent sur les territoires, type, la recharge, le reméandrage, la remise à ciel ouvert, la remise en talweg, la réalisation de banquettes. Et ces 4 termes sont les suivants: la restauration, la réhabilitation, la revitalisation et la renaturation. Donc, il faut savoir que ces 4 termes, ils font appel à des notions un peu différentes. Donc nous, à l'échelle nationale, on retient essentiellement le terme de restauration. Donc quand vous êtes amené à rédiger des documents, n'hésitez pas à reprendre ce terme. Ça évitera un certain nombre de remarques par les services de l'État ou certaines incompréhensions pour certains types de termes utilisés. Et donc c'est ce qu'on retrouve sur le graphique, hein, quand on compare les nombres d'utilisation de ces différents termes. En France, c'est uniquement la restauration. Donc la réhabilitation, on peut le trouver de temps en temps. Il y a une publication qui a été faite par Morandini-Piégé en 2017 qui s'appelle, «Restauration des cours d'eau en France, comment les définitions et les pratiques ont-elles évolué dans le temps et dans l'espace? Quelles pistes d'action pour le futur?» Donc en fait, la définition qui était faite avec la réhabilitation, c'est la réhabilitation, on cherche l'atteinte d'un état beaucoup plus partiel que la restauration. Donc la restauration, l'idée, c'est vraiment de tout faire pour arriver à un écosystème qui fonctionne plutôt bien, et la réhabilitation, c'est vraiment quand on sait dès le départ qu'on a des limites fortes. Genre, ce serait pas choquant de parler de réhabilitation en contexte urbain, et également, nous, quand on fait des guides ou des documents sur les techniques de restauration en zone minière, par exemple en Guyane, on fait un guide sur la restauration des criques, donc les criques, c'est les cours d'eau en Guyane. Bah, on va pas utiliser le terme restauration tellement les facteurs limitants sont forts. On va parler du terme réhabilitation des criques, impactées par leur paillage. Donc c'est vraiment ça, la différence entre ces 2 termes, c'est que la réhabilitation, on va beaucoup moins loin, en termes de fonctionnalité, des milieux. Et les 2 autres termes, ils sont plutôt liés à des pratiques différentes selon les pays. Donc la renaturation, elle est plutôt utilisée dans un contexte, germanophone. C'est par rapport à une certaine vision de la nature, donc on cherche vraiment à retrouver des systèmes le plus naturels qui soient. Et la revitalisation, là, c'est un cas vraiment très particulier qui est utilisé uniquement au niveau de la République tchèque. Donc quand on voit, la définition qui avait été actée, par la société, sur la restauration écologique. Donc c'est pas une secte, hein, c'est vraiment une société qui existe à l'échelle, européenne et qui produit un certain nombre de documents sur les cours d'eau, et ils se sont mis d'accord sur une restauration que je trouve plutôt intéressante. Ils définissent la restauration écologique comme une action qui va introduire ou accélérer le rétablissement d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit, en respectant sa santé, son intégrité et sa gestion durable. Donc là, on voit vraiment qu'on rétablit un écosystème, donc on cherche à retrouver un état avant dégradation. Donc on voit que la dégradation, ça peut aller d'une destruction totale à un certain nombre d'impacts type de l'endommagement, et on essaie vraiment, de restaurer de manière durable. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le terme final, c'est vraiment essayer de retrouver un système, qui puisse un peu se gérer durablement. Donc il y a Buisson et ses collaborateurs en 2011, ils ont fait des petits schémas pour, montrer, quelles étaient les différentes trajectoires qui pouvaient se passer après une restauration. Donc en ordonnée, on a la complexité ou les fonctions de l'écosystème. En abscisse, on a le temps. Donc quand on part d'un état dégradé, en restauration, on cherche souvent à atteindre, les caractéristiques d'un écosystème de référence. Donc on pourrait débattre pendant des heures de ce qu'on entend par référence, mais si vous avez des questions, on pourra y répondre, pendant la phase de questions. Et en fait, normalement, la restauration, c'est vraiment ça. On essaye de se rapprocher du fonctionnement d'un écosystème de référence. Comme on a dit, la réhabilitation, dès le départ, on vise un état beaucoup plus partiel. Et par contre, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de restaurations où on peut avoir des échecs. Donc, ce qui fait que là, dans certains cas, il n'y a pas de restauration. Voire quand on transforme fortement un écosystème, on va arriver sur un nouveau fonctionnement. Et dans d'autres cas, on peut arriver vers du déclin, en fait.
C'est pour ça qu'il faudra toujours s'interroger, est-ce qu'il faut restaurer ou est-ce qu'il ne faut pas restaurer? Donc ça, on en parlera, dans les stratégies et objectifs de la restauration. On en arrive à la diversité des milieux entre écosystèmes naturels et écosystèmes dégradés. Donc en fait, je vais continuer la présentation et si Charlotte me coupe pas pour une question, ça continuera à dérouler. Donc au niveau de la diversité des milieux, il faut savoir que, actuellement, il y a beaucoup de techniciens rivières qui ont commencé à travailler, sur les têtes de bassin versant et notamment dès les rangs 1, en fait. Et il faut savoir que quand on est sur un rang 1, cartographique, les rangs 1, c'est des systèmes qui ont été modifiés depuis assez longtemps. Donc en fait, sur un rang 1 qui a été passé à la pelle mécanique sur 1 kilomètre et qui est remonté au-delà des zones de sources historiques, on peut avoir un fossé au droit de zones de sources historiques. Donc il faudra vraiment s'interroger, plus vous remontez sur le bassin versant, plus il faudra vous poser des questions pour vous dire: «Est-ce que vous souhaitez restaurer un fonctionnement de cours d'eau ou un fonctionnement de zone humide?» Et ça, c'est important de se poser cette question, parce que si, par exemple, vous créez une toute petite rigole dans un endroit avec un fond de vallée, assez large, avec une pente pas trop marquée, il faut être conscient que la rigole aura plutôt tendance à se combler et le système aura tendance à se refermer. Donc il faut juste être conscient de ça pour, en parler avec, les usagers et puis essayer de bien voir comment vous construisez et vous dimensionnez vos techniques de restauration pour pas se tromper d'écosystème et ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Des fois, si vous refaites un cours d'eau à la place d'une zone humide, bah, si l'usager, ça lui posait pas de souci qu'il y ait une zone humide, ça va être dommage au niveau fonctionnel. Et par contre, si vous faites l'inverse, si vous réalisez l'inverse, bah, au niveau des usagers, ça peut être compliqué aussi. Donc il faut vraiment se poser cette question pour, bien définir, la démarche avec laquelle vous allez opérer. Et ce qu'on appelle rang zéro, c'est un terme que vous avez peut-être pas vu souvent. Ça a été introduit par Benzda et ses collaborateurs en 2005. On a une étude en cours sur ces milieux, cette année au niveau de la direction Bretagne de l'OFB et l'idée, c'est tous les écosystèmes aquatiques qu'on retrouve à l'amont, des cours d'eau, police de l'eau, en fait. Donc ça nous amène à une petite question, c'est que entre la source et le cours d'eau vraiment bien structuré, dans des systèmes naturels, on serait censé observer des transitions. Donc, la petite question, c'était comment se forme un cours d'eau? Donc un cours d'eau, on part toujours d'une zone de source, qu'elle soit ponctuelle ou diffuse. Donc une zone humide, qu'elle soit naturelle ou drainée, peut être assimilée à une zone de source diffuse. Donc, et après quand les écoulements commencent à se rejoindre, au bout d'un moment, les écoulements vont être suffisamment concentrés pour commencer à générer un peu d'érosion. Donc ce qui fait qu'on va observer des chenaux de transition. Donc les chenaux de transition, c'est des endroits où on voit que, il y a des dépressions qui se créent, on voit que ça creuse, on peut avoir un peu de granulométrie, mais le lit se referme rapidement et il a du mal à créer un lit avec des bordures distinctes. Donc les techniciens qui ont encore la chance d'avoir des systèmes très naturels, ils pourront distinguer, des zones de source avec, qu'elles soient aménagées ou non, avec des chenaux de transition et au bout d'un moment, des fois c'est au bout d'un mètre, des fois c'est au bout de 10 mètres, voire au bout de quelques centaines de mètres, ils vont vraiment tomber sur un cours d'eau avec un lit bien structuré. Donc ça, les hydromorphologues, ils disent qu'on arrive sur un lit lorsque les écoulements superficiels vont être suffisamment concentrés pour réussir à créer de l'érosion et pour creuser un lit avec des bordures distinctes, en fait. Donc c'est vrai qu'imaginons que vous avez la chance de restaurer un cours d'eau dans un milieu sans contrainte, donc soit en système forestier, soit en système, sur des terrains publics où la collectivité vous laisse carte blanche ou alors vous êtes sur, un ENS ou un parc naturel, bah, évitez de recréer le cours d'eau jusqu'au bout et essayez de recréer, les différents systèmes. Donc il faut recréer la source, les chenaux de transition et c'est uniquement quand vous arrivez sur le cours d'eau de rang 1 qu'il faut utiliser les techniques que vous connaissez pour la restauration des cours d'eau. Donc là, on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler, des techniques de restauration des zones de source et comment recréer des chenaux de transition, mais il faut savoir qu'il y a des techniques qui permettent, d'arriver à atteindre ces objectifs. Donc actuellement, on se rend compte que nous, sur nos territoires, il y a les cours d'eau qui sont restaurés en 2020, c'est beaucoup des très petits cours d'eau, en fait. Donc c'est beaucoup des rangs 1 et 2 qui sont restaurés sur nos territoires. Donc il f pour rappel, hein, les cours d'eau de rang 1 et 2, ça représente entre 70 à 85 de la longueur totale du réseau hydrographique que vous avez sur tous les bassins versants français, européens et même c'est une organisation fractale où on retrouve les mêmes chiffres à l'échelle, internationale, sauf dans des contextes très particuliers.
mais globalement pour, le système métropolitain, retenez cette valeur. Donc ce qui fait qu'il faudra vraiment, si vous menez des travaux de restauration, bah, connaître les spécificités des têtes de bassin versant en termes de restauration. Si vous utilisez exactement les mêmes techniques qu'en aval, bah, vous allez avoir des petits problèmes, liés à un niveau de finesse qui est plus important à avoir, sur les têtes de bassin. Un point important sur les têtes de bassin, mais qu'on peut également retrouver, plus en aval sur des systèmes, où on a beaucoup plus d'intermittence, c'est qu'en fait, sur une tête de bassin classique, en hiver, bon là, ça commence à être moins le cas parce que maintenant, même en mi-janvier, des fois, on a des difficultés d'écoulement dès les zones de source. Mais en tout cas, il y a une dizaine d'années, quand je faisais des présentations, c'était à peu près vrai. Tout coulait. Quand on arrivait au mois d'avril, on avait les premiers niveaux d'intermittence qui arrivaient, sur les têtes de bassin versant. Ça s'amplifiait dans la période estivale. On arrivait un peu au top de l'intermittence des étiages, début octobre et vers mi-octobre, les conditions d'écoulement repartaient et on recommençait le cycle. Donc là, il faudra que je rechange mes petites cases parce que selon les départements maintenant, la reprise des écoulements, elle est plutôt en décembre-janvier. Donc on observe déjà, les effets du changement climatique rien que sur la manière de faire nos présentations. Donc il faut savoir que nous, à l'époque, on avait rédigé une petite note, technique, sur les comment restaurer des cours d'eau intermittents et quelles précautions prendre sur les faibles débits d'étiage. Donc si besoin, on pourra les transmettre à Charlotte parce qu'il y a des gens qui viennent en dehors de la région des régions Bretagne, Pays de la Loire. Donc ça, il y a pas de souci pour qu'on vous la transmette si vous en sentez le besoin, suite à cette présentation. Donc, en gros, quand vous restaurez un système près des zones de source, que le système soit intermittent ou à faible débit d'étiage, il va falloir mettre en place un ensemble de mesures et de dimensionner votre restauration pour arriver à tout faire pour que l'eau reste le plus longtemps possible dans le cours d'eau et quand elle est plus présente totalement, qu'elle soit présente à certains endroits du cours d'eau. Donc par exemple, je vous présente un schéma d'une étude scientifique de Boulton en 2003. Elle présentait, l'impact, de l'intermittence sur des peuplements de macro-invertébrés aquatiques. En ordonnée, on a le nombre total de taxons et en abscisse, on a le temps. Et en fait, quand vous regardez la courbe qui descend, on voit qu'il y a des paliers. Et à gauche, vous voyez qu'il y a une petite figure avec un lit de cours d'eau et on retrouve, des numéros. Et les numéros commencent à s'épalier, en fait. Donc en fait, l'impact sur les macroinvertébrés benthiques se passe pas, de manière graduelle. Il se passe quand on perd, un certain type de milieux de micro-habitats qui sont essentiels, à la survie des macroinvertébrés aquatiques quand il commence à y avoir moins d'eau dans le chenal. Donc le premier palier 1 et 2, c'est quand on perd, le lien entre l'eau et la végétation littorale. Le palier 2 à 3, c'est quand on perd les zones de radier. Le Juste avant le palier, 3 à 4, c'est la dry-in pool, c'est la perte des fosses de dissipation, les fosses, et les mouilles de concavité. Le 3 à 4, c'est la perte, des surfaces en eau. Donc ça, c'est un point intéressant parce que des fois, on se dit: «Ah, il y a plus d'eau, il y a plus de vie». Bah, en fait, ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'études sur les cours d'eau intermittents qui montrent qu'il y a encore beaucoup de vie sur les cours d'eau intermittents et ça, c'est permis parce qu'il y a des zones de refuge, donc les drying refuges. C'est vraiment ça, c'est en fait, c'est dès que vous avez du bout en rivière, dès que vous avez des blocs, dès que vous avez des sous-berges, vous avez des mini poches d'eau qui se maintiennent et qui vont permettre la survie des espèces et quand ces zones-là disparaissent, on a encore, un certain nombre de caches dans la zone hyporheique. Donc la zone hyporheique, c'est l'interface de contact entre les eaux de surface et les eaux souterraines et globalement, ça va correspondre à votre matelas alluvial avec des enchâssements de bois et de végétation aquatique et selon les cours d'eau, ça va être entre, 5 centimètres de matelas alluvial, naturel jusqu'à 81 mètres, voire plusieurs mètres quand on est sur des gros hydrosystèmes, quoi. Donc il faut savoir aussi, comment fonctionnent les cours d'eau que vous serez amenés à restaurer. Donc si vous avez affaire à des têtes de bassin versant, donc les rangs 1 et 2 à l'échelle 1/25 millième, que vous pouvez voir sur une carte IGN ou sur la BD Topo 151. Donc il faut savoir qu'en milieu tempéré, là je vous présente un lit mineur avec une ripisylve qui est encore présente, un lit mineur plutôt naturel. Ce qui se passe à l'automne, c'est que les arbres dans nos forêts de feuillus, i elles tombent naturellement et avant que les feuilles tombent, l'arbre, en fait, il s'en sert comme de petits sacs poubelles. Donc il toutes les molécules qui vont pas être essentielles à la production et à la croissance de l'arbre va les considère comme des déchets et va les passer dans les feuilles.
C'est ça qui va entraîner notamment le changement de couleur des feuilles pendant l'automne. Et une fois qu'il a mis toutes ces substances, il va entraîner l'abscission. Donc il y a vraiment une déconnexion qui se passe au niveau de la feuille et de l'arbre, ce qui fait que les petites feuilles vont tomber dans la rivière. Donc il y en a beaucoup, hein, c'est des tapis de feuilles qui tombent. Donc en ville, il y a des agents de nettoyage qui les enlèvent, donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de feuilles, mais sinon effectivement ça pourrait être une petite problématique. Et dans un cours d'eau, on se dit: «Si une feuille tombe, elle va directement à l'aval». Donc c'est vrai que les macro-invertébrés font pas trop de surf ou de paddle, donc ce serait pas forcément génial. Donc en fait, ils ont besoin que les feuilles puissent s'arrêter. Et ce qui est intéressant avec le système de nos forêts, c'est que les arbres, on leur laisse quelques branches qui peuvent tomber. En fait, les branches tombent, il y a un ensemble de blocs, de végétation aquatique qui vont servir vraiment de frein à l'écoulement. C'est ce qui contribue à une partie de la rugosité du limineur. Et si on va voir de plus près ce qui se passe, on se rend compte que là, je vous ai mis juste en écrit ce qui se passe pour la décomposition des litières. Mais en fait, quand les branches tombent, ça entraîne imaginons une branche de 10 centimètres qui est tombée sur un cours d'eau d'1,50 m de large. On va observer un léger atterrissement en amont avec, des sédiments grossiers, des sédiments fins et ça représente une assiette. Dessus, il y a les feuilles qui tombent, donc ça correspond à votre plat de pâtes et sur ces feuilles, dès que les feuilles peuvent rester suffisamment à un endroit donné du limineur, en fait, il y a des nids de bactéries, de champignons et de macro-invertébrés qui vont arriver. Donc les champignons, c'est eux qui arrivent en premier. En moins de 48 heures, ils sont là et ils vont dégrader jusqu'à 50 de la masse foliaire et en dégradant les feuilles, ils vont les rendre appétentes pour les invertébrés aquatiques. Donc en fait, ils vont autant les macro-invertébrés, ils s'attaquent pas naturellement à des feuilles mortes, mais après le passage des champignons aquatiques, c'est les hypomycètes, ils vont être intéressés par dégrader les feuilles et les macro-invertébrés, ils vont dégrader jusqu'à 50 de ces mêmes feuilles. Et les bactéries vont commencer, le travail de minéralisation de la matière organique, qui commence à être dégradée en matière, minérale, en fait. Donc c'est comme ça que se passe la chaîne trophique, quand tout fonctionne de manière naturelle et on a jusqu'à 95 de cette matière organique brute qui va être dégradée dès les têtes de bassin versant. C'est pour ça que les scientifiques parlent d'usine à dégrader la matière organique et c'est ce qui explique aussi qu'en tête de bassin, on est censé retrouver plein de détritivores. Donc c'est tous les insectes qui ont des pièces buccales qui vont permettre de découper et de broyer la matière organique naturelle. Donc quand je parle de matière organique, c'est toujours de la naturelle. Donc, et ce qu'on attend de trouver dans les rivières, c'est des feuilles mortes et du bon rivière. Et il faut savoir que les feuilles mortes, c'est à peu près 70 de la matière organique naturelle. Donc si vous faites des cours d'eau trop propres avec sans aucune branche, bah, en fait, vous aurez une alimentation qui va être très, très faible, pour les écosystèmes, situés en tête de bassin et en aval. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que cette dégradation qu'on observe sur les têtes de bassin versant, elle va fournir de la nourriture à tout l'écosystème en aval. C'est ce qui explique le River Continuum Concept. Ça avait été introduit par Vannott en 1980. C'est de montrer qu'en amont, on n'a que des détritivores qui décomposent et quand on va au niveau sur une plage ou au niveau des écosystèmes estuariens, on a beaucoup plus de filtreurs et de collecteurs qui vont récupérer le travail qui a été mené sur les têtes de bassin versant. Donc ça, c'était un petit point pour dire, en gros, si vous restaurez des cours d'eau, pas loin des zones de source, ça vaut vraiment le coup sur beaucoup d'endroits de maintenir une ripisylve à minima exposée sud. Si vous pouvez dans les 2 côtés, c'est parfait et il faut vraiment avoir des essences qui sont naturellement présentes sur la ripisylve. Parce que comme on voyait sur la diapo d'avant, les macro-invertébrés ont plus ou moins d'appétence pour telle ou telle espèce de feuille. Et pour savoir celle qu'ils préfèrent, en fait, le système est plutôt bien construit. Les essences qui sont les mieux dégradées par les macro-invertébrés, c'est celles qui composent naturellement les ripisylves. Donc tout ce qui est aulne, saulne et compagnie, c'est vraiment parfait. Donc là, je vous présente une autre petite, diapo pour expliquer qu'on restaure pas forcément exactement les cours d'eau de la même manière de l'amont en aval des bassins versants. Ça, c'est des concepts un peu généraux en hydromorphologie, mais quand on va tout en amont, on est sur les zones d'érosion et en fait, quand on va sur les systèmes en aval, on a une sorte de tapis roulant où on appelle ça la zone de transfert et dans la zone aval, on a vraiment des zones d'accumulation. Donc c'est là où vous allez avoir des cours d'eau larges, méandriformes, qui vont plutôt avoir tendance à déposer des sédiments fins et jusqu'à atteindre la zone estuarienne. Donc ça, en fait, c'est juste un petit schéma qui vous explique que l'écosystème, il est censé bouger, en fait. Les granulométries sont censées bouger, le lit sont censés bouger, donc il faut vraiment se méfier des techniques qui auront tendance à fixer le lit.
Donc, il y a eu pendant très longtemps, on a mis en place des déflecteurs, des banquettes non mobiles, voire dans certains cas, on met de la recharge, granulométrique qui est trop grossière, donc qui ne peut pas du tout bouger. Et ça, il faut vraiment se dire que ce qui fait le bon état hydromorphologique des cours d'eau et leur bon état écologique, c'est vraiment d'avoir une certaine mobilité, en fait. C'est ça qui fait partie de leur dynamique, c'est ça qui leur permet de se décolmater, de régénérer les habitats, de se rajeunir, et il faut vraiment pas leur laisser leur chance de se rajeunir, en fait. Donc c'est pour ça que, à part dans des systèmes très contraints, type des systèmes, urbains ou des systèmes avec des débits de pointe catastrophiques dans des ouvrages d'art et compagnie, là, c'est vraiment intéressant de réfléchir à des déflecteurs ou des banquettes non mobiles, dans des systèmes très, très contraints. Mais si vous êtes vraiment dans des systèmes, agricoles, des systèmes forestiers ou des systèmes de petits contextes urbains, il y a des techniques de restauration qui se permettent de se passer, de ces techniques trop rigides. Il faut savoir aussi que quand on restaure un cours d'eau, il faudrait toujours s'interroger sur, à quel endroit on se situe, par rapport à l'amont et l'aval des rivières, quelle espèce on est censé trouver, et en fonction des espèces qu'on est censé trouver, bah, il faut savoir que la température est censée être différente, le débit aussi, la largeur, la profondeur, les pentes, la granulo, l'oxygène, et en fait, selon comment vous allez construire votre lit et selon comment vous allez reconstruire la zone riveraine, notamment avec ou sans ripisylve, bah, vous allez jouer, sur des gradients naturels. Donc il faut être vigilant parce que si vous cherchez à retrouver un peuplement, piscicole, un peuplement d'amphibiens, un peuplement de macroinvertébrés naturels, il faut vraiment tout faire pour reconstituer un écosystème naturel, dans son intégralité. Donc il faut savoir qu'au niveau de la physico-chimie, il y a des gradients positifs. Quand on va de l'amont en aval, la température augmente, le débit augmente, la largeur, la profondeur augmente ainsi que le niveau de trophie. Et les gradients négatifs, bah, c'est plus on va vers l'aval, plus la pente diminue, plus la granulométrie s'affine et devient plus fine, et plus la concentration en oxygène dissous va avoir tendance à diminuer. C'est pour ça que si vous êtes sur des écosystèmes en aval, il faudra tout faire pour arriver à maintenir, un bon niveau d'oxygène, dans vos cours d'eau. Donc, il faut vraiment réussir à retrouver les radiers que vous avez naturellement, arriver à retrouver de la ripisylve au moins face sud, parce que la ripisylve, on voit pas trop le lien direct entre ripisylve et oxygène, mais en fait, vu que la ripisylve sur un cours d'eau, elle entraîne une diminution de 4 à 5 degrés de la température des eaux pendant la période estivale, en moyenne, bah, vu que la température de l'eau est directement corrélée à la température de l'air et que la température de l'eau est corrélée à la concentration en oxygène, en jouant sur la ripisylve, on va jouer directement sur l'oxygène dissous dans le cours d'eau. Et plus on va vers l'aval, plus on va avoir une augmentation de la richesse spécifique, qui va se produire. Donc globalement, quand on restaure un cours d'eau, il y a un certain nombre de critères qui vont être essentiels à connaître. C'est tous les débits caractéristiques. Donc normalement, quand on restaure un cours d'eau, il faudrait à minima connaître, les débits morphogènes du cours d'eau, qui sont situés entre la crue journalière de fréquence biennale, c'est la Q 1,5 à Q2. Ça se trouve sur la banque hydro, c'est dans la fiche synthèse de la banque hydro. Par contre, méfiez-vous, c'est pas les débits de pointe, hein, c'est vraiment la crue journalière, donc il faut prendre le QJX, pas le QIX. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la pente, parce que c'est un élément incontournable pour la reconstitution des faciès d'écoulement et aussi pour déterminer le style fluvial, donc le coefficient de sinuosité qu'on va imposer à la rivière. La puissance spécifique, elle va permettre de savoir si le système va pouvoir, s'ajuster un peu aux aménagements que vous allez faire. Donc si vous avez une forte puissance spécifique, bah, le cours d'eau peut s'adapter un peu. S'il a une très faible puissance, il faut vraiment pas se louper, sinon le cours d'eau, il va pas récupérer tout seul, quoi. Un point important aussi, c'est les apports solides, donc qu'on peut trouver de l'amont, qu'on peut trouver dans les berges ou qu'on peut trouver à côté, en fait. Et il y a aussi la végétation rivulaire et le niveau d'intermittence des cours d'eau. Donc là, on en arrive, toujours pas de questions. Je vais juste couper ça, il y a le téléphone qui sonne. Hop là. Il n'y a pas de questions, Mickaël, et n'hésitez pas à poser vos questions dans la bulle de conversation. OK. Et là, on va faire un petit point sur la qualité des milieux, mais on va faire des petits zooms rapides. Là, on était plutôt sur, un fonctionnement plutôt naturel des cours d'eau. Mickaël, je te coupe. Ouais, Il y a une question. Rappel sur la puissance spécifique, s'il te plaît. pas de souci. Donc la puissance spécifique d'un cours d'eau, c'est un concept qui a été mis en avant, notamment par une étude, publiée par Brooks en 1988. C'est une étude, anglo-saxonne.
et ils avaient étudié des cours d'eau qui avaient été recalibrés, donc où la pelle mécanique était passée dedans et d'autres qui n'avaient pas été recalibrés. Mais dans l'étude que vous connaissez de 88, il y a que des cours d'eau qui ont été passés à la pelle mécanique et ils se sont interrogés parce qu'il y a certains de ces cours d'eau qui présentaient des ajustements hydromorphologiques, donc qui arrivaient à refaire des facies écoulements, qui arrivaient à accumuler, des banquettes, qui arrivaient à se rehausser, à restructurer un lit et d'autres qui arrivaient pas du tout à récupérer, en fait, donc où il y avait aucune résilience et ils ont creusé un peu, ils ont cherché et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un critère qui permettait d'expliquer, pourquoi les cours d'eau récupéraient ou ne récupéraient pas, c'était la puissance spécifique. Donc, ils avaient identifié un seuil qui était situé entre 25 et 35 watts par mètre carré et quand on est en deçà de ce seuil, les cours d'eau ont des difficultés extrêmes à récupérer, alors quand on est au-delà de ce seuil, bah, les cours d'eau vont avoir plus de facilité à récupérer après un impact. Donc ça, la puissance spécifique, c'est une formule qui multiplie, le débit à plein bord de la rivière, par la pente, par la constante de gravitation universelle qui est à 9810, si vous avez pu les souvenirs du lycée et on divise tout ça par la largeur à plein bord du cours d'eau et le tout permet d'avoir une note qui va être située entre 0 et 500 selon le système que vous considérez. Sur vos systèmes, ça va plutôt avoir tendance à être des assez faibles puissances, sauf si vous êtes en zone de montagne ou sauf si vous êtes, sur des systèmes qui vont être très larges avec des très forts débits. Je ne sais pas s'il y a des commentaires pour repréciser ou si c'est bon, Charlotte? C'est bon. OK. Donc, on en arrive avec quelques petits points, sur le fonctionnement des cours d'eau, mais plus en mode dégradé. Donc il faut savoir que ce qui régit le fonctionnement des cours d'eau, c'est les variables qu'on appelle de contrôle, qui vont s'imposer directement à la rivière. Donc les variables de contrôle d'un cours d'eau, c'est les variables principales, c'est climat, géologie, couverture végétale. C'est ces 3 facteurs qui expliquent, le fait que vous n'avez pas les mêmes réseaux hydrographiques selon les zones où vous vous déplacez à l'échelle nationale et en fonction du climat, de la géologie, de la couverture végétale et il faut rajouter à ça le relief à l'échelle générale, ça va déterminer le débit liquide et le débit solide qu'on va avoir dans un cours d'eau donné et le débit solide, on distingue souvent la charge de fond et la charge en suspension. Ça, c'est les 2 variables de contrôle principales et les variables de contrôle secondaires qui vont contrôler aussi, le fait qu'on ait une forme de rivière donnée. C'est la pente, la géométrie de la vallée, la granulométrie qu'on a dans le lit et dans les berges, ainsi que la végétation rivulaire. Et en fait, en fonction de ces critères, ils vont déterminer, des variables de réponse. Donc en fait, si on modifie une de ces variables, si par exemple, je me dis, j'ai envie de modifier le débit liquide, donc je supprime par 2 le débit liquide d'un cours d'eau, bah, le cours d'eau va répondre grâce à ces 3 variables de réponse. C'est soit le profil en long, où on retrouve la pente du cours d'eau, soit le tracé en plomb ou le style fluvial, c'est là où vous avez les notions de sinuosité, ou soit la géométrie du lit en termes de largeur et de profondeur. Par exemple, si on diminue très fortement, le débit liquide d'un cours d'eau, bah, pour s'ajuster, le cours d'eau va avoir tendance à se resserrer. Donc il va se rehausser, il va se réduire et si on revient 10 ans plus tard, bah, il fera peut-être, 50 centimètres de moins en largeur et en profondeur et c'est ce qui permet au cours d'eau de s'ajuster, perpétuellement à l'évolution de ces variables de contrôle et même quand vous descendez un cours d'eau de l'amont en aval, on se rend compte que la pente, la forme de vallée, elle évolue naturellement du fait de l'histoire, de la vallée à l'échelle des temps géologiques. La granulométrie du lit et des berges, elle change également et quand on passe d'une parcelle, boisée à une parcelle non boisée, on va avoir, des changements aussi et à l'échelle de quelques dizaines à quelques centaines de mètres, c'est ce qui explique pourquoi, on a des changements sur les faciès d'écoulement, sur le nombre de méandres, sur l'amplitude des méandres ou sur la largeur et la profondeur des cours d'eau. Donc ça, c'est des notions qui sont détaillées dans des formations spécifiques d'hydromorphologie à la semaine mais c'est des concepts intéressants à savoir pour, pas se tromper dans la manière dont on restaure les rivières. Et il faut savoir que les rivières, naturellement, quand tout fonctionne bien, elles sont dites en équilibre dynamique. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait des diapos là-dessus. Quand on parle d'équilibre dynamique, c'est comme si on faisait du vélo et en fait, ce qui nous permet de pas tomber ou de pas aller trop vite, c'est le fait qu'on pédale et qu'on arrive à toujours être sur un équilibre qui est assez fin, en fait. Et les cours d'eau, c'est un peu ça, ils sont toujours en train de s'ajuster en perpétuellement parce qu'un cours d'eau, même s'il avait pas la pression humaine, il a quand même des pressions parce qu'en été, il y a pas du tout d'eau.
En hiver, il y a des crues, des fois il y a des crues décennales, des fois il y a des crues centenales. Donc en fait, il y a un scientifique qui s'appelle Lane Borland qui a avancé un concept de balance, de Lane en 1960 et qui montre que le cours d'eau va s'ajuster en permanence. Genre s'il y a une crue, décennale qui arrive, le cours d'eau va s'inciser un peu au début. Donc, la balance, elle va sortir un peu de l'équilibre transitoirement et le cours d'eau, bah, pour se réajuster, il va avoir tendance à modifier sa pente, ce qui va lui permettre de plus s'engraisser et il va adapter sa granulométrie, donc il va moins évacuer de matériaux, donc ce qui va lui permettre de petit à petit retendre vers le zéro. Et en fait, entre les crues et les étiages, on aura toujours une dynamique entre l'incision et l'exhaussement. Et là où il faut se poser des questions en hydromorphologie, c'est quand l'équilibre est rompu et quand on est sur des démarches d'incision extrême ou d'exhaussement extrême et qu'on sort d'une logique naturelle. Donc ça, notamment quand vous avez des travaux hydrauliques lourds, par rectification, recalibrage et compagnie, souvent on n'est plus du tout sur des systèmes en équilibre dynamique et c'est pour ça qu'on va observer un certain nombre de problématiques sur les cours d'eau. Ça, je vous présente un petit concept qui vient de Simon en 1989. Ça, c'est les universités américaines qui ont sorti ça. C'est ce qu'on appelle les CEM. C'est les classes d'évolution morphodynamique. Donc, vous ne connaissez pas forcément tous le concept, donc je vais vous l'expliquer assez rapidement. Il faut savoir qu'un cours d'eau qui est naturel, naturellement, il a une hauteur de berge qui est inférieure à une hauteur critique qui va lancer les phénomènes d'incision. Donc, ce qui fait que naturellement, dès qu'il y a une petite crue, il va descendre de 5 à 10 centimètres et il va avoir tendance à remonter. Il a un mouvement tout le temps, le cours d'eau, il cherche à remonter. Et en fait, c'est pour ça que tous les cours d'eau à l'échelle européenne sont dimensionnés tout le temps vers la Q2, parce que la crue journalière de fréquence biennale, ça correspond vraiment à cet état d'équilibre naturel des cours d'eau. Le truc qui est embêtant, c'est quand le cours d'eau se débrouille plus tout seul, mais que l'homme se substitue à son fonctionnement et qu'il le chenalise. Là, on est sur la classe 2, où le cours d'eau, il va présenter une hauteur de berge qui va être supérieure à la hauteur critique qui génère les phénomènes d'incision. Donc en fait, là, suite à ça, il y a certains cours d'eau qui vont lancer des phénomènes d'incision qui vont partir en classe 3. Donc là, on va avoir des encoches au milieu du lit, on va avoir des phénomènes d'apparition du substratum argileux ou du substratum rocailleux selon les endroits où on se situe. On va avoir des phénomènes d'érosion régressive, donc qui se passent de l'aval vers l'amont ou progressive de l'amont vers l'aval. Et on va observer des glissements de berge dans un quatrième temps. En classe 4, les cours d'eau vont s'inciser, s'élargir. En classe 5, ils vont accumuler et élargir des matériaux. Et en classe 6, ils vont essayer de retrouver un quasi-équilibre. Donc déjà, il faut savoir que d'une, il y a beaucoup de cours d'eau qui restent que dans les classes 2, 3, 4. Ils n'arrivent jamais à passer en classe 5 et 6. Ça va dépendre notamment de leur puissance et de la largeur au moment où ils ont été chenalisés et de la présence éventuelle de bus, de bois qui vont faciliter le passage aux classes 5 et 6. Mais si vous êtes dans les classes 2 et 4, c'est un peu catastrophique en termes de fonctionnement des milieux et en classe 5, c'est pareil. Et sachant que la classe 6, c'est vraiment pas génial non plus en termes de fonctionnement global des milieux aquatiques. C'est beaucoup moins bien que la classe 1. Donc, ça, la classe 6, le quasi-équilibre, ça correspond à un lit emboîté. Donc, c'est une technique de restauration qu'on peut utiliser, mais dans des systèmes contraints. Et il faut savoir qu'on ne doit pas l'utiliser de manière sans trop se poser de questions, de manière trop généraliste dans beaucoup de systèmes, parce que on a quand même beaucoup de pression et de problématiques qui restent avec les lits emboîtés. Il faut tout faire quand on peut pour revenir sur la classe 1. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une autre publication qui a été faite par Clouer et ses collaborateurs en 2012 et qui a essayé de voir les fonctions qui étaient rendues par les différents lits, en fait. Et on se rend compte que le stade 1, on voit que le stade 1, bah, au niveau de l'hydromorphologie, du substrat, l'hydraulique, de la végétation, du régime hydraulique, des habitats, qualité d'eau, biodiversité, résilience, on est au top. Et quand on est dans les classes 2, chenalisé, incisé, incisé élargi, on est dans plein de petites bulles où on rend plus du tout les fonctions qu'on voudrait avoir en termes de bénéfices pour la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux. Et la classe 6 qu'on voyait tout à l'heure, on voit qu'on est quand même assez loin de la classe 1 en termes de fonctionnalité. Et là, pour ceux qui suivent bien et qui sont très concentrés, ils vont se dire: «Non mais celui-là qui présente, il a zappé la classe 0, il nous dit que la classe 1 c'est le top, mais au final, il y a une classe 0 qui existe avant». Bah, ils auront bien vu, c'est totalement vrai, votre remarque potentielle. C'est qu'en fait, le stage 0, ça correspond aux écosystèmes qu'on avait, vraiment dans des forêts primaires. Donc là, les lits que vous observez aujourd'hui, même dans des conditions de référence, c'est de la référence, métropolitaine. Si vous allez, par exemple, en Guyane ou dans certains systèmes,
qui n'ont pas connu la main de l'homme, vous aurez des bras multiples, des bras anastomosés, des rencontres d'anciens lits, de nouveaux lits, des proportions de bois en rivière et bois mort dans le chenal et dans la bande riveraine qui sont sans commune mesure avec ce qu'on trouve dans des forêts non gérées ici. Donc en fait, le stade 0, c'est un système qu'on n'observe plus à l'échelle métropolitaine, quoi. Donc vous, votre référence, ce sera plutôt le stade 1 que le stade 0, sauf si vous êtes sur un parc national où vous cherchez, essayer de reconstituer des semblants de forêt primaire. Là, il faut vraiment partir sur le stade 0, mais ça va être encore plus compliqué en termes de restauration. S'il y a toujours pas de questions, je vais pouvoir continuer et de toute façon, on a un temps d'échange à la fin, que vous pourrez poser aussi les questions au final, il y a pas de souci, hein. Il y a question et c'est bon. Tu disais une question, c'est ça, Charlotte? Non, il n'y en a pas. OK, ça marche. Je buvais de l'eau en même temps. Non, si, il y en a un à l'instant qui vient d'être rédigé. Comment est mesurée la hauteur de berge critique? En fait, c'est ce qui est compliqué, c'est que, une hauteur de berge critique, on ne peut pas le savoir trop en avance, pour un cours d'eau donné. Ce qu'on peut voir, c'est quand on va sur un cours d'eau naturel, on note sa hauteur totale à plein bord et normalement, on est sûr que la hauteur de berge naturelle avant débordement dans la plaine d'inondation, c'est ça qui va être la hauteur de berge critique parce qu'on est sûr que le cours d'eau va pas s'inciser si on lui redonne, sa hauteur naturelle avant débordement dans un lit suffisamment large. Le souci, c'est que si vous avez pas connaissance, d'un système de référence en amont, en aval ou sur un système extrapolé qui vous permettrait de savoir à peu près comment était le cours d'eau avant impact, ça va être de définir cette hauteur critique. Donc ça, en fait, il faut savoir qu'il y a nous, par exemple, à la DIR Bretagne Pays de la Loire, on est en train de finaliser des bases de données sur les références hydromorphologiques. Donc on a 60 stations de référence qu'on a étudiées sur les 2 régions et sur différents rangs, différentes pentes, différentes, formées et l'idée serait de savoir, en fonction de tel contexte, quelle est la profondeur qu'on devrait avoir. Donc ça vous permettrait d'avoir, une petite idée de la profondeur critique et pour, et si vous vous dites que, ouais, vous avez pas de référence et que les références qu'on a dans nos bases, elles vous conviennent pas, un point qui est intéressant, c'est de calculer les forces d'arrachement de la rivière par rapport au gabarit que vous avez défini sur le cours d'eau que vous souhaitez restaurer. Imaginons, vous avez prévu de restaurer un lit de 1,5 m de large sur, 60 centimètres de fond. Vous vous dites: «Bah, voilà, j'avais pensé faire ça». Vous pensiez mettre une recharge de 0,80 et c'est un cours d'eau qui a une pente de 2. Quand vous étudiez les forces d'arrachement avec, la formule de Shield, vous allez voir que votre cours d'eau, il arrache jusqu'à 70 millimètres d'éléments granulométriques. Bah, là, vous allez vous dire: «Mince, il y a peut-être un souci» et quand vous vérifiez le dimensionnement du lit, vous regardez que votre cours d'eau, il est pas sur la Q2 mais sur la Q5. Vous voyez que votre cours d'eau, il est trop fortement dimensionné, donc il est surdimensionné. Donc là, vous allez réduire la profondeur pour arriver, par exemple, à 40 centimètres de large sur 1,50 m de 1,50 m de large sur 0,40 de fond et là, vous allez voir que votre débit à bord, bah, il diminue logiquement. S'il diminue vers le Q2, bah, ça veut dire que déjà vous êtes sur un dimensionnement logique, c'est bon signe et si vos forces, d'arrachement, elles sont diminuées à 30 et que vous avez prévu de mettre du 0,80, bah, avec la cohésion naturelle de la recharge, ça va être totalement bon. Donc en fait, si vous en gros, la première étape, c'est vous cherchez des cours d'eau naturels. Si vous en avez pas, vous regardez les profondeurs naturelles sur le territoire où vous êtes et si vous avez pas ça, vous calculez les forces d'arrachement par rapport à la forme du lit que vous avez et surtout vous réfléchissez au ratio de forme largeur-profondeur, parce que normalement les cours d'eau sont beaucoup plus larges que profonds, à part sur des systèmes très pentus ou torrentiels. Donc voilà pour ça et puis si c'est pas encore clair, je pourrais repréciser dans le temps d'échange à la fin, il y a pas de souci, quoi. Donc je vais continuer avec quelques Ça a l'air bon. OK. Donc je vais continuer sur quelques petits points sur la stratégie. Donc déjà, il faut savoir quand vous intervenez sur un bassin versant donné, souvent quand vous on a tendance à être un peu compartimenté quand on est technicien rivière, on nous incite plutôt à travailler sur les cours d'eau, technicien bocage plutôt sur le bocage, technicien zones humides plutôt sur les zones humides. Il faut savoir qu'au final, en termes de restauration, théoriquement, il faudrait vraiment s'interroger avant de partir sur un programme, de se dire sur quel compartiment il faut travailler. Est-ce que c'est le lit mineur qui pose souci? Est-ce que c'est la bande riveraine qui est problématique? Est-ce que c'est l'état des zones humides qui pose souci? Est-ce que le réseau hydraulique annexe, donc c'est tout ce qui est réseau de fossés et de drains, est-ce que ça vous pose souci? Est-ce que c'est le réseau de haies ou l'occupation des sols au niveau du parcellaire et de gestion?
et en fonction des problématiques que vous détectez, sur les milieux, bah, il faudrait réussir à actionner les différents compartiments, pour atteindre vraiment une efficacité à long terme. Donc ça, c'est notamment un intérêt quand vous êtes des techniciens multiples, à pouvoir travailler ensemble et à co-construire vos projets pour vraiment arriver à gérer tout le système, quoi. Donc souvent, on nous pose la question de à partir de quel linéaire il faut restaurer. Donc ça, la réponse, ça va toujours dépendre de la taille du cours d'eau sur lequel vous intervenez. Souvent, les scientifiques disaient que pour être bien, il faudrait être à 100 fois la largeur du lit. Donc si on a un cours d'eau de 2 mètres, il faudrait au moins avoir des linéaires de 200 mètres pour qu'il y ait vraiment une dimension significative et qu'on ait des effets à l'échelle du tronçon, pour la restauration. Si vous êtes entre 20 et 100 fois, c'est pas inintéressant, hein, si vous avez mais par contre, il faut plus, dédier ça à des opérations on va dire, qui vont être très intéressantes, type des remises à ciel ouvert, des remises dans le Talweg très bien faites. Si vous voyez que, du fait des contraintes, c'est des travaux qui sont pas géniaux, bah, peut-être qu'il faut s'interroger sur le fait de déplacer des pelleteuses, d'avoir un bilan carbone pas top, faut vraiment s'interroger là-dessus. Et si vous êtes sur un linéaire inférieur à 20 mètres, moi j'aurais tendance à plutôt, conseiller de pas le faire, sauf, si c'est un intérêt, en milieu urbain pour faire de la sensibilisation environnementale ou si c'est pour tester une nouvelle technique que vous avez pas encore l'habitude. Mais sinon, il faut tout faire pour avoir des techniques qui sont sur des linéaires assez longs, quoi. Et après, dans les publis récentes qui sortent sur la restauration des cours d'eau, genre sur l'étude de Nielsen et ses collaborateurs en 2018, ils rappellent bien que la restauration, c'est une perturbation en soi. Ce qui fait que dès que vous allez vous interroger sur restaurer un linéaire de cours d'eau, il faut vous poser la question: «Est-ce que je dois restaurer?» En fait, même si on se dit: «Restaurer, c'est bien», mais en fait, des fois, on peut vraiment dégrader la situation. Donc il faut vraiment que la restauration soit beaucoup mieux que le système à l'état initial. Sinon, l'effet de la perturbation va faire qu'il faudra des décennies avant de retrouver le fonctionnement initial. Par exemple, si vous avez un cours d'eau qui est un tout petit peu enfoncé et que vous voulez faire 15 centimètres de recharge et qu'il a une belle ripisylve des 2 côtés, si la restauration, vous devez couper toute la ripisylve pour faire la recharge, il faut savoir que dans les études d'Helsinki en 2015, ils avaient observé que la végétation rivulaire a besoin d'au moins 25 ans, voire plus, pour se rétablir après une perturbation. Donc, ce qui fait que si vous enlevez les fonctionnalités de la ripisylve pour gagner la petite plus-value de la recharge, le bilan, positif négatif va pas être forcément en faveur de la rivière. Donc il faut tout faire quand vous restaurez pour, être forcément dans une logique, gagnante pour le cours d'eau. Donc attention aux compromis qu'on peut vous imposer en contexte urbain ou agricole. Des fois, les gens acceptent des remises dans le talweg ou des reméandrages, mais après coup, ils disent qu'ils veulent un cours d'eau plus profond ou avec moins de méandres ou avec plus de ripisylve et pareil en milieu urbain. Bah, au bout d'un moment, il faut se dire qu'il faut mieux ne pas faire la restauration et dire: «Bah, désolé, nous, i le but, c'est d'avoir un bon compromis entre les pratiques et le cours d'eau, mais il faut pas que le compromis soit que pour les pratiques, sinon, il y aura pas de plus-value que la collectivité investisse de l'argent dedans, quoi. Donc c'est un message qu'on porte pas encore de trop, mais suite à tous les suivis qu'on met en place sur les cours d'eau, on invite tous les gestionnaires à vraiment être très vigilants et c'est notamment pour être sûr de pas être trop les décennies qui viennent en étant sûr et en mettant le plus de billes possible pour que la restauration soit vraiment efficace à l'échelle nationale, quoi. Et là, c'est le petit exemple que je montrais, hein. Si par exemple, dans une restauration, vous devez couper toute une ripisylve, bah, dès que vous coupez une ripisylve en tête de bassin, vous augmentez la température, vous perturbez le fonctionnement autotrophique, donc on va avoir un développement très fort des végétaux dans le lit, avec une production primaire qui va être accrue, avec une diminution de l'oxygène dissous. On va avoir une chaîne alimentaire qui va être perturbée avec plutôt des herbivores et la perte des macro-invertébrés et poissons intolérants aux températures des eaux les plus chaudes. Donc en fait, en gros, posez-vous beaucoup de questions, et puis une fois que les questions sont posées, allez-y et avancez et restaurez des milieux et comme ça ira dans le bon sens. Par contre, il faut savoir aussi que si vous faites des suivis écologiques, les temps de réaction peuvent être très longs, hein. Là, c'est, heu, là, c'est sur des systèmes vraiment très lents, hein. C'est sur, des études de Sunderman où c'est des cours d'eau qui sont vraiment très fragiles et qui mettent du temps à se refaire. Mais il disait que la recolonisation se produisait encore 30 à 50 ans après, l'amélioration des conditions d'habitat. Donc ça, si vous êtes sur un bassin versant agricole très dégradé, si vous faites des suivis biologiques, communiquez vraiment en amont
pour dire que ça peut mettre du temps à revenir parce qu'il y a plus forcément les populations sources à proximité. Donc ça peut vraiment être très long, même si vous avez fait 1 kilomètre très bien fait, bah, si tout le reste est dégradé, ça peut être compliqué. Donc, il y a un autre souci aussi, c'est que quand vous faites des prélèvements dans le cadre de suivi, des fois l'espèce est bien arrivée, mais du fait des techniques d'échantillonnage, bah, si c'est des très faibles densités, vous allez pas tomber dessus. Donc c'est pas parce que l'espèce est pas détectée qu'elle est forcément pas là, quoi. Et après, il faut savoir aussi que ceux qui recolonisent en premier un cours d'eau que vous venez de restaurer, en gros, c'est les c'est les parachutistes, c'est tous ceux qui ont les stades adultes ailés, tous ceux qui rampent, qui se frottent, qui grimpent, qui essayent de s'accrocher, eux, ils vont mettre vraiment longtemps à revenir des bassins versants voisins. Donc si vous restaurez des systèmes, si vous le faites à côté de zones qui sont boisées, naturelles, tout ça, bah, vous pouvez être, vous aurez moins de risques, sur le fait que la recolonisation se passe mal parce qu'il y aura des populations sources à côté. Donc ça avait été rappelé notamment par, une étude de Sunderman et Stoll en 2011. Donc le succès de la restauration au niveau biologique dépendait de la présence de taxons désirés à proximité des sites restaurés. Donc par exemple, eux, ce qu'ils disaient, c'est que si les macro-invertébrés qu'on s'attendait à retrouver sur le cours d'eau, il n'y avait pas de population qui existait dans un rayon de 0 à 5 kilomètres, bah, au-delà de 5 kilomètres, on n'était pas près de les retrouver sur le cours d'eau qu'on restaurait. Donc ça, les techniciens qui vont être dans des gros plateaux agricoles, s'il y en a qui sont là aujourd'hui, ils vont se dire: «Bah mince, nous, on n'a pas trop de système naturel à portée de vue». Donc ça, il faudra notamment, expliquer aux élus que, le but de faire ces restaurations sur 1 kilomètre dans des zones très fortement contraintes, ça va être de recréer des petits tremplins, en fait. Donc ça va faire que si les espèces arrivent un jour à revenir, bah, elles pourront recoloniser et c'est comme ça qu'on arrivera à relancer sur le long terme la biodiversité sur les milieux. Donc c'est pour ça qu'il y a une autre, réflexion de Sunderman dans des secteurs très dégradés. Il conseillait plutôt de mettre plusieurs petits projets, quand même qui soient sur plusieurs, centaines de fois la largeur du lit, plutôt qu'un seul grand projet. Parce que ça permettrait de faciliter la dispersion des espèces qui sont plus éloignées et donc avoir des capacités de recolonisation sur des bassins versants qui sont épuisés en espèces. Et faut-il s'attendre à des résultats rapides? Bah, au niveau de la végétation, même au niveau de la ripisylve, ça peut aller vite, sur une reconstitution de ripisylve, si vous lui laissez de la place. Genre si c'est en mode, élevage, si les clôtures sont décalées d'au moins 2 mètres. Si vous êtes en mode fauche, si vous expliquez à la personne qui a un intérêt de pas faire la fauche, à 10 centimètres du lit, mais à laisser peut-être 1 à 2 mètres pour laisser, une chance à la ripisylve de se refaire. Et le dernier point aussi qu'on oublie souvent, c'est que la meilleure façon de reconstituer une ripisylve, c'est de permettre au cours d'eau de déborder. Donc il faut qu'il soit suffisamment bien dimensionné pour que sur la crue journalière, de fréquence biennale ou annuelle, il déborde. Et les crues de printemps, c'est génial parce qu'il y a l'eau qui vient de l'amont avec plein de graines qui sont transportées par hydrochorie, donc dans la colonne d'eau. Et les graines, elles sont enrobées, de limon, d'argile, de matière organique. Donc en fait, elles débordent. Sur le côté, il y a une diminution des vitesses d'écoulement, donc il y a un dépôt des sédiments et en plus, vu que les sédiments sont très meubles, les graines s'enfouissent au bon niveau altitumétrique. Donc ce qui fait que les crues de printemps pour refaire, des ripisylves, c'est vraiment génial quand les cours d'eau peuvent déborder. Donc c'est encore une bonne raison pour ne pas enfoncer trop les lits qu'on restaure. Et par contre, il faut être conscient que quand vous allez restaurer un cours d'eau, vous allez même si votre restauration est très bien faite, vous allez enlever les problématiques, de morphologie, éventuellement de continuité, éventuellement de bandes riveraines, mais il faut se dire qu'il y a un ensemble de facteurs de stress qui peuvent rester. Donc si l'échelle de restauration est réduite, genre si vous restaurez 1 kilomètre et les 99 kilomètres restants du BV sont dégradés, bah forcément, faudra attendre d'atteindre un nombre significatif du linéaire restauré pour, s'attendre à des effets. Et après, il y a un ensemble de perturbations qui restent. Donc là, c'est ce que disaient Lake et ses collaborateurs en 2007. C'est que les cours d'eau sont pas uniquement impactés à l'échelle locale, mais des fois à l'échelle de tout le bassin versant. Donc ce qui fait que toutes les espèces qui restent, elles sont opportunistes, hautement tolérantes, donc ça va être difficile d'arriver à retrouver des bonnes populations. Des fois, il y a la pollution des eaux et la qualité des sédiments qui est inadaptée pour retrouver un bon fonctionnement biologique. Des fois, c'est manque de nourriture pour la faune piscicole. Bah, si on a plus de boisement, plus de feuilles qui arrivent dans le cours d'eau, un petit cours d'eau de rang 1, boisé, même où il y a pas de poisson dedans, donc un cours d'eau à moitié intermittent, ça peut alimenter entre 100 à 2 000 salmonidés de l'année. Donc en fait, il faut voir vraiment ça comme des garde-manger, hein. C'est une sorte de frigo sur pattes qu'on a au niveau des zones de source.
Des fois, on a des débits qui sont très altérés, des fois, on a des problématiques de colmatage, des problématiques thermiques, des problématiques de population source qui ont disparu depuis très longtemps, des obstacles à la continuité, des impacts sur le long terme qui ont entraîné la disparition de toutes les espèces sensibles dans une grosse distribution intérieure. Et des fois, ça, c'est un truc qu'on pense beaucoup moins, les espèces aquatiques, elles ont souvent une phase aquatique, mais elles ont aussi une phase terrestre. Et le souci, c'est que souvent, même si la phase terrestre, elle est moins impactée du fait des protections, bah, en fait, du fait notamment des produits phytosanitaires ou des mauvaises pratiques à l'échelle des bassins versants, on peut avoir des dégradations de la bande riveraine ou des milieux que utilisent les espèces aquatiques durant leur phase terrestre. Donc en gros, faites tout pour bien vous entendre avec le technicien bocage de la collectivité et à trouver des agriculteurs motivés pour, en fait, pour que la restauration de cours d'eau marche, il faut que la restauration des milieux associés, marche également, quoi. Donc ceux qui restaurent que du bocage, bah, un argument de restaurer le bocage, c'est également de restaurer les espèces en cours d'eau qui ont besoin de ces écosystèmes, quoi. Donc c'est un argument qu'on voit pas souvent dans les présentations bocage, mais il faut pas hésiter à le remettre parce qu'il est bien mis en avant par la littérature scientifique. Peut-être des petites questions à ce stade ou ça va? Je bois un peu d'eau en même temps. Pour l'instant, il n'y en a OK, pour l'instant, il n'y en a pas. je vais passer aux objectifs. Donc, on se pose souvent la question de: «Est-ce qu'il faut restaurer les cours d'eau?» Donc sur un même département, on peut avoir des cours d'eau qui peuvent être soit en très bon état, soit en mauvais état. Ça peut être très varié. Dans certains départements, on a 0 de cours d'eau en bon état, dans d'autres départements, c'est quasiment l'inverse. Il faut savoir que, dans certains secteurs comme l'Ille-et-Vilaine, on a plus de 90 des cours d'eau qui ont été passés à l'appel mécanique. On a plus de 80 000 obstacles à la continuité en France et il y a beaucoup d'obstacles qui n'ont pas été recensés sur les têtes de bassins versants. La bande riveraine à échelle nationale, elle est souvent dégradée au niveau de la répisylve. On a un réseau hydraulique annexe de fossés et de drains qui est en contact direct des cours d'eau. Et ça, il faut vraiment commencer à travailler dessus. Ça a vraiment des impacts énormes. Il faut savoir que suite à des traitements phytosanitaires, il y a 90% des traitements qui partent après les 2 premières pluies. Et ils partent via les fossés et les drains. Et les fossés et drains ont la fâcheuse tendance de court-circuiter les bandes enherbées, les bandes tampons. Donc, ce qui fait qu'il faut tout faire quand vous êtes sur des secteurs, notamment agricoles ou urbains, pour essayer de travailler, d'utiliser des bonnes techniques pour limiter l'impact du réseau hydraulique annexe. Donc ça, on pourra en parler aussi, mais il faudrait une web conférence en plus sur la gestion du réseau hydraulique annexe. Au niveau des zones humides, on a plus de 50% des zones humides qui ont disparu depuis 1950, avec altération de leur fonctionnalité pour ce qui reste. Les bassins versants, les flux d'eau, ça va de plus en plus vite, les flux de sédiments, ça va de plus en plus vite et de polluants aussi. Donc si vous êtes sur un bassin versant qui cumule ces problématiques, bah, vous allez avoir des indicateurs de fonctionnement dans le rouge sur certaines masses d'eau, en termes de physico-chimie, de biologie, d'hydromorphologie et d'hydrologie. Donc c'est pour ça que quand vous êtes sur ce type, de bassin versant, il y a vraiment une plus-value, à pouvoir intervenir. Pourquoi il faut intervenir? Si vous êtes face à un maire, lui, il va vous dire que franchement, les petites bêtes, même la biodiversité et compagnie, ça l'intéresse pas plus que ça. Bah, ça peut être un parti pris pour lui, hein, ça le regarde, mais par contre, il faut savoir que quand on est sur du mauvais état écologique, le bon état au niveau européen, ça a pas été fait par un organisme de protection de la nature, hein. C'était vraiment pour avoir des services écosystémiques et notamment des activités économiques qui puissent être durables et altérées. Et ce qui est embêtant, c'est que quand on a du mauvais état écologique, bah, on a des soucis sur un ensemble de problématiques qui vont coûter très, très cher à la collectivité, avec des problématiques eau potable, lutte contre les crues, santé publique, ressources pour l'industrie, refroidissement pour l'industrie, notamment des centrales thermonucléaires, l'activité forestière, le loisir aquatique, l'agriculture, la pêche, qu'elle soit en cours d'eau, en estuaire, en mer, qu'elle soit professionnelle de loisirs, de biodiversité. Donc, quand on cumule les coûts induits de toutes ces problématiques, au final, ça dépasse largement les bénéfices qui sont mis en place pour avoir dégradé ces mêmes écosystèmes. Donc, quand il y a des élus qui ont un peu de jugeote et qui ont une clairvoyance un peu plus loin qu'un simple mandat électoral, ils devraient soutenir les projets portés par la collectivité, quoi. Et notamment, c'est bien soutenu par la littérature scientifique, hein, parce que les cours d'eau font partie des écosystèmes les plus dégradés au monde. Ça, c'est repris dans des études de 2016. Les pressions les plus importantes à l'échelle européenne, c'est les pollutions diffuses et les altérations de l'hydromorphologie des cours d'eau. Donc si vous travaillez sur l'hydromorphologie,
C'est pas quelque chose qu'il faut pas faire, hein, c'est vraiment dans les priorités, au niveau européen. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les parties de cours d'eau qui sont dégradées, les habitats sont tellement homogènes que ça permet d'accueillir très peu d'espèces. Donc on va avoir directement des impacts de la composante physique sur les composantes biologiques et sur l'ensemble des fonctions de ces mêmes milieux. Et des études de 2016 ont récemment mis en évidence que l'altération des habitats était une des principales causes de la dégradation de l'état écologique des cours d'eau. Attention, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas la seule. Donc, si vous êtes sur un bassin versant qui cumule les problématiques, c'est pas parce que vous levez la cause sur l'hydromorphologie que vous arriverez tout de suite à des résultats. Il faudra lever les autres causes. Par contre, il faut bien commencer par celle-ci parce que sinon, on n'est pas prêt d'y arriver, quoi. Et aussi, c'est parce que pourquoi il faut restaurer? C'est parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui étaient fragiles. Donc, l'espèce humaine avec, ses activités humaines assez destructrices, elle a pu détruire totalement ces milieux et dans certains cas, les cours d'eau peuvent pas restaurer. Donc tout à l'heure, on parlait de la puissance, hein. Il y a plusieurs critères qui expliquent que les cours d'eau, se restaurent pas tout seuls, mais souvent, la collectivité devra réintervenir pour réparer, le dégât d'activités humaines qui ont impacté, les services écosystémiques. Et par contre, il faut par contre, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est un autre petit rappel, mais pendant longtemps, les chercheurs ont cru qu'en restaurant et en augmentant la complexité des habitats, on améliorait la biodiversité et on aurait des meilleures fonctions de l'écosystème. Donc là, c'est ce qu'on appelle le champ de l'hypothèse rêvée, c'est si vous construisez, ils viendront. Bah, en fait, c'est pas si simple. Si vous construisez, en gros, ils pourront venir, mais si les facteurs limitants à l'échelle du bassin versant sont maîtrisés. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à se coordonner avec les différents acteurs de vos BV pour réussir à actionner les différents leviers, quoi. Pour que les effets arrivent, un jour ou l'autre, quoi. Et le but aussi de la restauration, c'est un investissement vraiment pour limiter les dépenses. Donc parce que si on arrive à produire un écosystème résilient aux perturbations, bah, ça peut être économiquement profitable. Ça s'est rappelé dans des études européennes d'Acuna en 2013 et de Nielsen en 2017. L'idée, c'est quand on restaure bien un milieu, c'est qu'il puisse se gérer de lui-même sans qu'on ait besoin de réintervenir. Ça, c'est dans l'idéal. Et l'idée après, c'est que, en fait, si le système, il est vraiment bien restauré et qu'on lui a redonné une vraie dynamique, c'est qu'il va arriver à se renouveler naturellement sous l'effet des processus hydromorphologiques. Donc, à chaque crue et à chaque étiage, il va se refaire une cure de jouvence et il va réussir à se décolmater, à enlever les embâclements trop, à dégrader la matière et ça fait des systèmes qui se gèrent tout seuls, quoi. Donc, grosso modo, quand vous restaurez, ce qu'il faut avoir en tête, c'est d'arriver à retrouver un partenariat entre les cours d'eau et les zones humides, d'arriver à retrouver des systèmes qui gèrent naturellement la charge solide et qui ne dépassent pas la hauteur critique qui génère les phases d'incision. Donc, attention là-dessus. Un des gros problèmes qu'on observe sur plus de 50% des projets de restauration menés sur notre territoire, c'est des surprofondeurs de lit lors de la restauration. Donc, faites tout pour que ce soit pas profond, ça c'est vraiment essentiel. Après, il faut bien dissiper l'énergie via les méandres, via les faciès d'écoulement, via le bois en rivière. Il faut diversifier les habitats et les espèces. Il faut bien refaire le lit pour qu'il arrive à se décolmater et s'auto-entretenir. Et il faut limiter les surencombrements des lits en termes de production primaire trop importante. Donc ça, on va le réussir avec un bon dimensionnement du lit d'étiage et du lit plein bord, avec une ripisylve bien placée et des faciès d'écoulement qui vont permettre d'arriver à décolmater le lit régulièrement, quoi. Et par contre, si vous parlez objectif avec les différents usagers, il faudra vraiment réussir à adapter votre objectif, à chaque corps de métier, quoi. Donc les agriculteurs, eux, ce qui les touche, c'est, quand on arrive à limiter l'érosion des sols, quand on arrive à limiter l'érosion des berges, quand on améliore la tenue dans le temps de leur ouvrage de franchissement, quand on limite l'entretien au type du L214, L215-14 du code de l'environnement sur l'entretien des cours d'eau, quand on améliore la production laitière par l'amélioration de la qualité des eaux, quand on améliore la production laitière, par l'effet de l'ombrage. Donc ça, il y a des publis agricoles dessus, ça, il y a pas mal de trucs. Au niveau de la collectivité, bah, c'est tous les arguments intérêt général, réduction des inondations en aval, amélioration du cadre de vie, de la qualité des eaux. Ça marche aussi pour les gestionnaires forestiers, hein. Le manque d'eau, ça a été médiatisé récemment, mais c'est vraiment une des premières limites à la croissance forestière et ça entraîne vraiment des surmortalités, dans des zones forestières. Et quasiment tous les boisements qu'on a sur les régions Bretagne, Pays de la Loire ont été fortement drainés, lourdement même dès les zones de source. Donc il y a un gros effort à faire, et en lien avec l'ONF et en lien avec le CRPF pour essayer de favoriser des bonnes pratiques et de restaurer des systèmes également en zone boisée, en fait. On pense souvent que les forêts, c'est naturel, mais sur nos territoires, pas vraiment, quoi. Et industriel, ce qui marche bien, c'est la communication environnementale. Donc ça, même des industriels qui sont pas trop fans de l'environnement,
via un axe un peu greenwashing, ils peuvent des fois être amenés à restaurer de manière très bien faite des cours d'eau. Donc, tant qu'à faire du greenwashing, autant qu'ils fassent vraiment bien les choses, sinon c'est vraiment un peu lamentable, quoi. Et pour les gestionnaires de STEP, c'est pareil, on a fait des formations à destination d'eux. En fait, si on restaure les systèmes en aval des steppes, on peut vraiment améliorer la résistance du cours d'eau et d'améliorer sa résistance au rejet de steppe. Donc il y a vraiment un intérêt de restaurer en amont et en aval des steppes quand c'est possible. Et aussi, si on souhaite, s'adapter au mieux, aux impacts du changement climatique et aux défis du 21e siècle, la restauration des cours d'eau et de la bande riveraine, c'est vraiment un axe majeur et dans les plans climat qui sont développés par les collectivités, c'est souvent oublié, mais hésitez pas à le rappeler quand il y a des consultations, c'est vraiment important de le mettre en évidence. Et un dernier petit point, l'importance de définir les objectifs clairement de la restauration, c'est que, ça avait été rappelé par un chercheur des pays scandinaves, je crois que c'est la Finlande si je me trompe pas sur le pays, c'est Muotka en 2002. Il disait qu'il fallait vraiment définir bien les objectifs, pour différents aspects. C'était déjà si on définit bien l'objectif, ça va nous permettre de bien mettre en place le diagnostic. Si on a un objectif uniquement hydrologique, bah, on va plutôt poser des piézos, des limnis, voire faire un suivi intermittence. Par contre, si on a un objectif biodiversité, biologie, on va plutôt faire, des pêches électriques, des suivis, invertébrés. Pareil, si on avait un suivi qualité d'eau, ben, on va faire le diagnostic différemment et si l'objectif est bien posé, on arrivera ce sera essentiel pour le diagnostic, essentiel pour le suivi que vous allez mettre en place et essentiel pour le choix de la technique de restauration. En fait, chaque technique de restauration répond à un groupe d'objectifs différents et si vous rajoutez les objectifs, il faut adapter et mixer les techniques. Donc ça, on n'aura pas le temps trop d'en parler aujourd'hui, mais il faut savoir que, en gros, poser les objectifs avant la restauration, ça vous aidera dans la construction de vos projets. Et en petite conclusion, bah, ce qui est embêtant, c'est que pourquoi on organise encore, nous, des journées d'information sur la restauration des cours d'eau? C'est que les connaissances, elles sont encore très éparpillées et elles sont en constante évolution. Ce qui fait que c'est pas évident de formaliser des documents, très bien faits parce qu'il faudrait les réactualiser assez souvent. Donc à l'OFB, on envisage, en fin d'année prochaine d'essayer de partir sur un guide national, sur la restauration des cours d'eau. C'est pas encore acté, mais c'est une piste, qui va peut-être être, travaillée. Donc si ça peut voir le jour, ça permettra de répondre à un certain nombre de problématiques et il faut savoir qu'encore, après pas par tous les acteurs, mais il y a encore beaucoup de restaurations à l'échelle nationale qui sont réalisées un peu de manière empirique et ce qui est embêtant, c'est que de manière empirique, bah, les premières restaurations vont pas être top. Ça, c'est l'expérience et d'après, on va réussir à bien faire. C'est pour ça qu'il y a c'est ça qui est embêtant. Il y avait Confucius qui l'avait cité, dès, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui disait que l'expérience était une lanterne que l'on portait sur le dos et qui n'éclairait jamais que le chemin parcouru. Ça paraît, hein, une vieille citation, mais en fait, elle a tout son sens pour la restauration, parce que souvent on a tendance à faire des expériences et en fait, elles profitent aux futurs projets. Mais en attendant, il y a pas mal de linéaires qu'on a fait et qui sont pas optimales. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une plus-value à partager les expériences lors de ces webconférences, lors de formations et même lors de rencontres que vous pouvez avoir entre techniciens rivières pour améliorer les chances de réussite des restaurations dès les premiers cas que vous allez faire. Donc pour essayer de ne pas avoir trop de mauvaises copies, en fait, c'est un peu l'idée. Et pour aller plus loin, il faut savoir qu'il y a une formation qui est faite par l'OFB sur la mise en œuvre des projets de restauration qui a des petits cours d'eau de plaine. Donc il y a 3 formations, c'est des formations de 4 jours, qui sont faites tous les ans entre mai, juin et septembre de chaque année. Donc c'est des formations payantes qui sont sur le site, internet de l'OFB et nous, sur le territoire Bretagne-Pays de la Loire, on fait auprès de différents acteurs, notamment l'ATBV, des journées d'information technique sur la restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau. Donc là, c'est ce que disait Charlotte, on devrait en faire une de 2 jours, au 2e semestre 2020, qui sera plus tournée sur les techniques de dimensionnement. Pourquoi on choisit telle technique, quel point de vigilance, quelle, référence bibliographique, des exemples et compagnie et comment on dimensionne, les restaurations. Donc comment on définit la largeur, la profondeur, la granulométrie, la sinuosité et cetera et cetera. Donc je vous remercie de votre attention et puis ça nous laisse 10 petites minutes pour des questions si vous en avez. Voire plus parce que je suis pas pressé au pire, mais à voir avec Charlotte. Merci. Moi, ça va aussi. Je vous laisse le temps peut-être de rédiger vos questions. On va attendre un petit peu, mais n'hésitez pas effectivement à envoyer vos questions. Et, oui, la formation dont parle Mickaël donc c'est pour les adhérents à TBVB en tout cas, ce sera prévu le 16 et le 17 novembre à la station de Campon, mais l'invitation n'a pas encore été envoyée.
On l'enverra au second semestre, je pense, avec Mickaël, le temps de préparer le programme et l'invitation et de vous l'envoyer. Sinon, s'il n'y a pas de questions, tout du moins, je vais en profiter aussi pour vous envoyer tout de suite j'ai effectué une petite enquête satisfaction pour que vous puissiez nous faire part de vos retours et aussi nous faire part des webconférences, s'il y a d'autres sujets que vous voulez, qui vous intéressent, que ce soit pour des journées ou des webconférences. Donc, je vous enverrai ça par mail, mais je vous envoie ça aussi dans la bulle de conversation. Je viens de vous l'envoyer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, en tout cas. Donc, c'était peut-être très clair. OK, bah, c'est parfait aussi, hein. N'hésitez pas à me faire vos retours via l'enquête de satisfaction. Et oui, le diaporama et normalement l'enregistrement, s'il s'est bien passé, vous sera envoyé. Il y a une question donc de Rémi. Je réalise actuellement des diagnostics d'ouvrage pour une potentielle restauration. Quelles pourraient être les techniques à mettre en place? Oui, donc juste je vais faire juste dans l'ordre. Il y avait juste la question d'avant, possibilité d'avoir au diaporama, donc tu as dit que oui et Oui, effectivement et il y a aussi les références bibliographiques en fin de diapo que j'ai pas notées, quoi que j'ai pas présentées, mais il y a si vous les retrouvez tel ou tel diaporama, elles sont toutes là et grosso modo, là, la question, c'était juste pour préciser, c'est des ouvrages, type, des obstacles à l'écoulement, des ponts, des routes? Juste pour voir, si c'est possible de préciser la question? Si c'est des petits seuils, d'anciens moulins, en fait, ça va dépendre, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Si c'est de la suppression totale ou si c'est des petits aménagements, réalisés pour faciliter la continuité. Donc là, ce qu'il faudra faire dans un premier temps, c'est définir, l'objectif et si vous avez aucun usage et si l'objectif, c'est de retrouver pleinement la continuité écologique, si vous partez plus sur des petites suppressions d'ouvrages anciens, en termes de diagnostic, ce qu'il faudra vraiment être vigilant, c'est de réaliser un profil en long assez fin, du linéaire de cours d'eau sur, une vingtaine de fois la largeur à plein bord, à l'amont et en aval, en identifiant bien, là où se situe l'ouvrage. Ça, c'est pour anticiper d'éventuels phénomènes d'érosion progressive ou régressive et après, il faudra aussi prendre, quelques largeurs en amont, en aval pour voir, comment ça se comporte. Souvent, c'est intéressant de profiter des largeurs que vous prenez pendant le diagnostic pour qu'elles vous servent également au suivi écologique. Donc moi, j'invite souvent à mettre des petits repères en berge précis, comme ça vous ferez les profils en travers exactement au même endroit. Donc ça vous permettra de voir si on observe des phénomènes, d'enfoncement ou d'exhaussement du lit après suppression d'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment ça qui est important, c'est la pente, le profil en long, il faut vraiment le faire de manière précise. Plutôt au point d'inflexion, du profil en long, il faut vraiment faire des mesures dès que ça change, vous refaites un point pour vraiment avoir un profil très fin et après, il faut regarder s'il y a pas des causes d'érosion régressive ou progressive qui existent à l'échelle du linéaire que vous souhaitez restaurer. Donc des anciens recalibrages, des anciennes rectifications. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de pont en amont et en aval qui puissent être éventuellement déchaussés ou des prises d'eau dans le cas où ça peut descendre un peu et si vous avez des risques qui sont vraiment vraiment clairs d'érosion régressive, il faut pas hésiter à prévoir de reconstituer des radiers naturels et souvent, en fait, les radiers, il faut pas en faire un seul, il faut en faire plusieurs. Ce que je dis souvent, c'est que les radiers, c'est un peu comme les ouvrages de Aline Maginot à l'époque, c'est qu'ils assurent une protection mutuelle. Donc en fait, un radier tout seul, il peut se faire, abîmer par l'amont ou par l'aval, du fait des crues ou du fait des érosions, régressives qui viennent de l'aval. Mais si vous mettez plusieurs radiers qui se suivent, ils vont se tenir entre eux. Donc des fois, si vous supprimez un ancien seuil de moulin, ça peut être intéressant de reconstituer plusieurs petits radiers si la pente le permet à la place de ces anciens seuils de moulin, quoi. Et après, si vous vous posez des questions sur, le niveau de franchissabilité de ces seuils de moulin, il y a le protocole, ICE qui est assez facile à mettre en place, sur les seuils de moulin qui vous permettront de savoir, la problématique que génèrent ces petits seuils de moulin, au niveau piscicole et au niveau sédimentaire, le profil en long que vous allez faire va vraiment permettre de voir si vous avez accumulé des sédiments à l'amont de ces ouvrages et ce qu'il faudra faire, c'est comparer la pente d'équilibre, entre l'amont et l'aval
pour voir l'effet, de l'engraissement généré par les seuils sur la dynamique sédimentaire de ce même lit. Donc voilà pour la réponse. On va pas hésiter à remettre un petit commentaire en plus. Je vois qu'il y a une deuxième question qui est posée. Elle est posée par, Sophie. C'est: «À quel moment ou à partir de quelle taille faut-il enlever les embâcles des cours d'eau?» Donc c'est une très bonne question. Donc il faut savoir que, oui, effectivement, j'avais rebondi un peu là-dessus, parce qu'on utilise le terme embêcle depuis très longtemps, dans la politique de l'eau française et dans la gestion de l'eau au niveau national. Et en fait, le terme embâcle est un peu négatif. Et alors qu'à l'inverse, les scientifiques, dès les années 2000, ils ont fait des séminaires internationaux sur le bois en rivière, et ils ont vu que le bois en rivière, c'était vraiment un enjeu écologique mondial et c'était vraiment indispensable pour le fonctionnement d'un certain nombre de cours d'eau, en fait. Donc grosso modo, on aurait tendance à dire que, naturellement, il faudrait peu ou pas enlever les embâcles si on était dans un système avec pas d'activité humaine ou pas d'usage. En fait, il y a très longtemps, il y avait personne qui allait retirer les bois qui tombaient dans les rivières, donc les cours d'eau arrivent bien à s'y faire. Ils développent un style sinueux plus adapté, ils développent, des successions, radier-mouille, ils contournent, ils arrivent à concasser, les crues servent à enlever les embâcles qui sont gênants. Donc en fait, ce qu'il faudra plutôt essayer d'évaluer, c'est à partir de quand les embâcles peuvent être gênants pour les activités humaines. Et en fait, les embâcles qui peuvent être gênants pour les activités humaines, c'est surtout les embâcles qui sont situés à proximité, des ouvrages d'art. Ça va être également les embâcles qui vont être situés à proximité immédiate de zones, urbanisées ou de zones avec des risques, pour la sécurité des biens et des personnes en termes de débordement. Et le dernier cas d'embâcles qui peuvent être gênants aussi, c'est sur des cours d'eau qui sont très facilement flottables. Donc, des cours d'eau, par exemple, qui ont été recalibrés, lourdement. Et en fait, le recalibrage fait que quand on arrive en crue, bah, vu que l'eau déborde pas sur le limeur, bah, ça a tendance à être emporté, vers l'aval, et là, ça fait que les embâcles peuvent, dévaler un certain nombre de centaines de mètres, voire de kilomètres selon la complexité du lit, et pour arriver sur des zones dites sensibles. Mais globalement, si vous êtes sur des petites têtes de bassin où le bois en rivière est pas flottable et qu'en plus il y a pas d'enjeu immédiatement d'ouvrage d'art ou de collectivité, en fait, le bois en rivière va être plutôt intéressant à tout point de vue. Il est reconnu pour stimuler le lien entre le cours d'eau et sa nappe. Il est reconnu comme améliorer le fonctionnement au niveau des espèces, de la diversification des habitats et de la biodiversité. Il permet également, de faciliter la dégradation d'un certain nombre de molécules, chimiques, et il favorise les débordements à l'endroit où il se situe. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites sur l'intérêt du bois en rivière sur la gestion des inondations en aval. Donc, en fait, un embâcle situé dans une ville peut être négatif pour une inondation. Par contre, un embâcle ou un bois en rivière situé, sur une zone apicale, d'une tête de bassin versant va faciliter, les débordements, va faciliter la désynchronisation, des pics de crue en aval, et on peut vraiment, si c'était mené sur les bassins entiers, arriver à vraiment limiter les pics de crue en aval sur des petites crues du moins, quoi. Donc en gros, sur les embâcles, on fait souvent on a fait on peut en parler sur 1 ou 2 jours, c'est assez. Là, j'ai fait un peu de généralité dessus, mais en gros, l'idée, c'est vraiment de pas les retirer de manière, systématique et de se poser des questions. Est-ce que l'embâcle est vraiment gênant? Est-ce qu'il faut vraiment l'enlever? Et s'il faut l'enlever, est-ce que c'est tout l'embâcle qui gêne ou pas? Et moi, dans les dossiers, notamment les dossiers, DIG, CTMA et tout ça, j'invite vraiment les gestionnaires à commencer à changer de vocabulaire, sur la notion d'embâcle, et dans la partie embâcle à distinguer éventuellement, le bois en rivière, des autres, débris, détritus, déchets. Parce qu'effectivement, tout ce qui est débris, détritus, déchets qui viennent des activités humaines, faut tout enlever, notamment les plastiques, parce qu'au final, la pollution plastique qu'on a en mer, notamment sur nos façades littorales, elle vient beaucoup, de ce qui se passe sur les terres. Donc il faut vraiment tout faire pour essayer de limiter la pollution plastique. Donc il y a les embâcles, de plastique, de déchets, de macrodéchets, il faut vraiment les enlever impérativement. Et par contre, le bois en rivière, il faut vraiment avoir une réflexion spécifique dessus. Après, j'ai vu qu'il y avait 2 autres questions. Donc il y a une réponse de Rémi Letondo de LTC. Oui, merci beaucoup. L'idée était de déterminer si la suppression de l'ouvrage était potentiellement bénéfique ou non. J'ai donc prévu de mettre en place le protocole ICE, le calcul des puissances spécifiques. Hem, et CARIS peut être un protocole intéressant pour, connaître les caractéristiques morphologiques, d'une station, notamment sur les largeurs profondeurs, parce qu'il y a une quinzaine de profils qui sont faits. Par contre, CARIS est pas trop adapté
au niveau des profils en long, parce que Caris, il fait juste une mesure de la pente assez rapide et en fait, pour une suppression d'ouvrage, le profil en long va être beaucoup plus informatif. Donc, vous pouvez quand même faire Caris, mais dans tous les cas, je vous conseillerais de faire un profil en long pour vraiment voir si l'effet sera bénéfique ou non et quels sont les ajustements qui risquent de se produire après la suppression. Ça, c'est vraiment le profil en long qui va permettre de vous alerter là-dessus. Et par contre, le calcul des puissances, vous aurez juste besoin de quelques profils en travers à plein bord et d'une pente. Donc, si vous faites la pente Caris ou la pente profil en long, ça suffit. Et les puissances spécifiques, il y a besoin de 15 ou 20 profils en travers, hein. Si vous prenez des profils en travers représentatifs de votre station, si vous en prenez 2 ou 3, ça va être parfait, quoi. Il y a une autre question de Mathieu Péchard et de ce ou ce stagiaire. Bonjour Mathieu au passage. Donc je lis: «Salut Mickaël, quand tu parlais du seuil critique de la puissance spécifique compris après 25-35 watts par mètre carré pour ajustement morpho, cette valeur est-elle vraie pour tout type de cours d'eau ou bien nos petits cours d'eau de rang 1 très dégradés tendent plus vers des valeurs, seuil d'ajustement plus fortes dues aux dégradations morpho engendrées par des travaux lourds de recalibrage, rectification?» Bah, oui, c'est une bonne remarque et effectivement, en fait, les seuils qui ont été mis en place, c'est des seuils qui permettent à un cours d'eau de se reconstituer, des radiers, des banquettes et de s'auto-ajuster, en fait. Donc, et la remarque de Mathieu, c'est qu'effectivement les cours d'eau en tête de bassin, ils n'ont pas été modifiés, ils ont été totalement déformés, en fait. Ce qui fait qu'on a sur un rang 1, on a souvent des sections hydrauliques de rang 3 ou 4. Donc en fait, globalement, un rang 1 qui a été aménagé classiquement comme on a sur nos territoires Bretagne, Pays de la Loire, avec une largeur à 1,50 m, 2 mètres de large dès les rangs 1 et une profondeur à 90 voire 1,20 m de large, il a quasiment aucune chance à arriver à retrouver un fonctionnement correct. Même s'il fait 100 watts par mètre carré, il pourra pas réussir. Donc en fait, il pourra s'ajuster un peu, donc il peut quand même améliorer sa granulométrie et reconstituer ses faciès. Par contre, tout ce qui est débordement, tout ce qui est sinuosité et compagnie, il aura pas assez de puissance, pour le faire. Les seuls cas où les petits cours d'eau pourront réussir à retrouver de la sinuosité, c'est si les recalibrages ont été faits de manière très large. Genre des fois, il y en a qui ont pas été «avec le dos de la pelle» entre guillemets, qui ont recalibré à 3-4 mètres et il y a eu des érosions de berge après, donc on est arrivé quasiment à 5 mètres suite aux ajustements. Donc avec 5 mètres, avec 5-6 mètres en fond de lit, on peut retrouver une sinuosité qui est intéressante pour certaines têtes de bassin. Donc, le seul truc qui va vraiment être limitante, c'est on va maintenir un niveau d'enfoncement qui va pas être compatible, si on est dans des têtes de bassin qui ont pas des débits permanents. Donc en fait, évitez vraiment les lits emboîtés si vous avez affaire à des têtes de bassin versant avec des faibles débits d'étiage ou de l'intermittence parce qu'en fait, pour limiter l'intermittence, il faut tout faire pour reconnecter le cours d'eau de sa plaine d'inondation et de sa nappe. Donc il va vraiment falloir, le remonter au maximum, quoi. Donc en gros, le seuil de 25 watts, il est intéressant, mais c'est pas le seuil, c'est pas le seul critère qu'on utilise pour voir si un cours d'eau peut s'ajuster ou pas. Et même, dans des réflexions récentes, on avait plutôt parlé maintenant d'une capacité probable d'ajustement et qui utilisait, ce seuil, qui utilisait l'érodabilité des berges, qui utilisait les apports solides de l'amont et l'emprise disponible avec laquelle on allait, restaurer le lit. Et c'est les 4 critères-là qui nous permettaient de voir si le lit avait une chance de s'auto-restaurer ou pas, quoi. Donc s'il y a besoin de faire des petits compléments, Mathieu et ou le stagiaire de Mathieu, il y a pas de souci, quoi. Donc je vois qu'il y a plus trop de questions, sauf si tu en as eu entre-temps, Charlotte? Non, j'en ai plus. Ça a l'air d'être bon. Dans tous les cas, bon, je laisse un petit peu le temps aussi de rédiger les questions, mais j'ai envoyé, par mail à l'instant, l'enquête. Si jamais il y a des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous en faire part aussi via l'enquête de satisfaction. L'idée, c'est de nous faire un retour, voilà, de vos remarques, de vos questions et de vos besoins et attentes pour, les prochaines, journées, ATBVB ou conférences, et cetera. J'ai l'impression que c'est bon. OK. Dans tous
Je vous remercie pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Merci Mickaël, hein, encore. Je pense qu'on peut clôturer.